Alors, bonjour à toutes et à tous. Enchanté de vous recevoir pour ce nouveau numéro de La Plume à la Une, le numéro 3 déjà, on ne s'en lasse pas. Et ce soir, nous allons parler d'un sujet qui est tout à fait intéressant. C'est bloguer ou écrire, faut-il choisir? Alors, notre guest star de ce soir, ou de la journée, selon où vous êtes sur notre petite planète bleue, est Chris Simon. Chris Simon, donc, qui est une auteure très connue, qui a aussi eu un prix du jury il n'y a pas très longtemps, qui a écrit le Memorial Tour et puis d'autres livres. Vous pouvez voir, je crois, sur une des cases du Blab son site. Et avec Chris, nous allons parler aujourd'hui de ce petit problème, donc bloguer ou écrire. D'accord? Alors, Laure, comme d'habitude, maintenant que la procédure est, disons, mise en place, Laure va nous présenter un petit peu, oui, Laure va nous présenter un petit peu la problématique de cette émission de ce soir. Voilà. Alors. Bonsoir à tous déjà, merci à Chris d'être là et merci à toi Olivier. Oui, en fait, on a voulu aborder ce thème-là parce que tout auteur aujourd'hui pour faire sa promo est amené à bloguer et bloguer, même si c'est écrire, c'est pas vraiment la même démarche dans le sens où on s'adresse directement à un public, alors que quand on écrit d'abord pour soi. Donc déjà, il y a cette première confrontation directe avec le public qui n'existe pas quand on écrit en tant qu'auteur. Et si on a invité Chris aujourd'hui, c'est parce que Chris est l'initiatrice et la créatrice d'un hashtag bien connu dans notre petit milieu des auteurs, qui est le hashtag Lundyblog. Et donc, nous avons pensé que ce serait la mieux placée, en tout cas une des mieux placées, pour nous parler un petit peu de cette démarche-là. Et puis aussi, Chris est depuis un petit moment déjà dans le milieu de l'auto-édition et je pense que ça a dû être pas une des premières, mais enfin en tout cas une de celles qui pratiquent cet exercice depuis un petit bout de temps maintenant. Donc Chris, peut-être tu peux nous dire un petit peu depuis combien de temps déjà tu blogues et puis comment t'es venue l'idée de cet hashtag? Je blogue depuis 2012, je crois. Le premier blog, j'ai dû le commencer 2011 ou 2012, je me souviens plus très bien. Et à l'époque, j'étais sur Tumblr. J'étais pas du tout sur WordPress. L'idée de Lundyblog est venue en fait c'est une américaine qui a créé Monday Blogs et elle s'appelle Rachel, je me souviens plus son nom de famille, et donc je me suis dit, ça serait génial de le faire aussi en France. Bon, le sien marche beaucoup mieux que Lundyblog en France, mais c'est pas très grave. Et elle a, je sais pas, 5 000 ou 10 000 followers maintenant, mais même au début, quand j'ai repéré ce Lundyblog, il y avait déjà 5 000 followers, quelque chose comme ça sur Twitter. Et donc, je me suis dit, faisons la même chose et essayons comme ça d'investir. En fait, c'est une manière d'investir les réseaux sociaux avec des choses originales qui ne soient pas des choses qui soient créées par la presse officielle. Voilà, c'est plutôt, tous les blogueurs sont invités à suivre le Lundyblog et aussi à utiliser le hashtag tous les lundis, Lundyblog, et partager ce sur quoi ils bloguent régulièrement. Alors, est-ce que ça parle quand même beaucoup de blogs d'écriture, pas que, mais ça parle quand même beaucoup du milieu des auteurs. Est-ce que tu limites au niveau des contenus ou est-ce que vraiment... Non, j'interdis juste la publicité directe. Voilà. Aucune publicité, pas de publicité pour les livres ou quel que soit le produit, aucune publicité directe. Voilà. Donc on peut avoir un blog qui parle de son livre, mais il faut qu'il y ait un sujet de fond dedans. Il ne faut pas que ce soit juste, mon nouveau livre est là. Oui, voilà, venez l'acheter. L'achat. Alors justement, oui, vas-y, excuse-moi Olivier. Pardon, donc je veux dire qu'en fait, c'est plutôt l'utilité donc de l'article de blog qui est mise en valeur. C'est ça que tu recherches. C'est le fond et la forme aussi éventuellement, mais le fond, c'est une manière aussi de partager. Et l'idée aussi, c'était si tu veux, le lundi, quand tu tapes Lundyblog, le hashtag dans ta petite fenêtre Twitter, tu vas trouver tous les nouveaux articles. Donc, c'est aussi un référencement qui peut être intéressant pour ceux qui suivent. Quels sont les sujets qui les intéressent? Donc, c'est aussi une manière de catégoriser. Et je veux aussi ajouter que Catherine Lang fait partie du Lundyblog et on est donc 2 à retweeter tous les lundis. On se relaie un lundi sur 2. Un lundi, c'est moi et le lundi suivant, c'est Catherine Lang qui a le hashtag Écrivaillon qui fait le... Voilà, Écrivaillon, je vais dire, oui. Voilà.
Et alors justement, si on parle de parler, tu disais tout à l'heure, le but n'est pas ici de faire de la publicité sur Lundi Blog pour ses bouquins. Alors justement, toi, en tant que blogueuse, mais pour toi personnellement, comment tu as abordé le blogging et est-ce que tu as trouvé facile de commencer à bloguer, mais pour le coup pour toi-même? Non, c'est super difficile. Et en fait, c'est super difficile. Donc, je pense que je ne veux pas être la seule à penser ça autour de nous. Là, dans le groupe, il doit y avoir aussi des gens qui le pensent. Et au début, j'ai commencé à bloguer sur l'auto-édition, mais en réalité, l'auto-édition ne va pas forcément vous attirer les lecteurs. Et donc, c'est un peu une erreur. En même temps, c'est un sujet qui nous intéresse. Mais à moins de devenir vraiment quelqu'un qui va écrire des livres sur l'auto-édition et qui va peut-être développer toute une panoplie là-dessus, si tu veux, je ne pense pas que ce soit intéressant de bloguer là-dessus pour vendre des livres de fiction, par exemple, pour attirer des lecteurs, éventuellement, à vouloir lire au moins un de tes livres un jour. Voilà. Alors, donc, il y a à peu près un an et demi ou 2, disons, j'ai commencé à essayer de bloguer autour de mes livres. Et ça, c'est difficile, il faut trouver des thèmes. On en avait parlé avec Laure il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois. Ça m'a aidé parce qu'on en a parlé pour le Memorial Tour. Et ça m'a aidé effectivement de sortir des thèmes de ces livres et d'essayer d'écrire sur ces thèmes-là. Les thèmes autour de son livre, par exemple, c'est déjà un bon départ de bloguer autour et donc d'attirer éventuellement des lecteurs qui s'intéressent au thème ou au sujet du livre. Voilà. Alors, est-ce que c'est facile de pouvoir inventer autre chose autour de son livre? Parce comment est-ce qu'on peut attirer des lecteurs vers un contenu, donc vers un livre, en créant un contenu qui est peut-être différent donc de l'action? Alors, ouais, c'est vrai. Il y a plusieurs façons de le faire, je pense. Il y a l'idée de sortir les thèmes. Il y a aussi l'idée de sortir l'univers. Alors, l'univers visuel, l'univers poétique ou l'univers des lieux, des personnages, des choses comme ça. Mais on peut aussi créer. Là, moi, je ne l'ai pas encore fait, mais là, on arrive un peu dans le transmédia. On déborde un peu sur le transmédia éventuellement. Mais on peut aussi créer des morceaux qui ne sont pas dans le livre. Oui, et qui pourraient des textes en plus ou des développements de personnages qui ne soient pas dans le livre, etc. On peut aussi faire des choses comme ça, et là, ça reste dans la fiction, du coup. Ça peut être intéressant. Je ne l'ai pas encore fait, mais c'est une chose qu'on peut tu l'avais fait pour Book and Series, en fait. Enfin, quand j'avais... oui. Puisque moi, je propose effectivement lors des publications, il y a toujours un bonus qui effectivement part de cette démarche-là. C'est un contenu enfin, il y en a même 2, puisqu'il y a une fiction autour des personnages, une interview de personnages, et puis un bonus de texte. Et on cherche ensemble avec l'auteur. Toi, c'était le docteur Mangin qui faisait une introspection, enfin qui parlait de lui-même. Voilà. Et c'est vrai que ça donne une petite fenêtre de plus quoi sur un personnage qui est peut-être pas du coup traité sous cet angle-là ou sur une situation qu'on n'a pas forcément perçue à 360 dans le bouquin, et c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a à mon sens quand on blogue, moi je travaille évidemment tous les jours avec des thèmes d'auteurs, mais je dis toujours il faut se demander d'abord avec quelle voix on parle, c'est-à-dire qui on est en tant qu'auteur. Parce que déjà ça va peut-être être une petite nuance par rapport à ce qu'on est personnellement, enfin essayer un petit peu de définir sa zone de parole d'auteur par rapport à sa zone de parole personnelle, et ensuite se demander évidemment à qui on parle. Ça c'est super important, comme tu disais, si on veut pas vendre des livres auto-édités, ça sert à rien de parler en boucle d'auto-édition. Et évidemment, il vaut mieux parler de son livre. Mais du coup, quand on parle de son livre, on peut en avoir vite fait le tour. C'est-à-dire, sauf si on est en période de promo où là, on va pouvoir appuyer sur un bouquin en particulier. Du coup, c'est intéressant d'aller un petit peu au-delà de ça et d'aller creuser un petit peu, tirer des fils autour de son univers, que ce soit, comme tu disais, visuellement ou en termes même musical, ou aller chercher d'autres passions artistiques qu'on peut avoir qui seraient reliées à son univers pour se créer autant de sujets de conversation, parce que on peut être auteur et musicien et faire entrer les gens dans son univers par le biais de la musique, par exemple, et que les gens découvrent qu'on écrit. C'est pas forcément cloisonné qu'à un livre. Et c'est vrai que souvent les auteurs ont du mal à sortir de l'univers de leur livre en particulier, quoi.
Par exemple, si on fait beaucoup de photos, je pense à ça, il y a des auteurs qui font beaucoup de photos, même en amateur, ils peuvent très bien, effectivement, publier des photos sur leur blog. Par exemple, hier, j'ai lu un très très bon article. Je trouvais ça très intéressant, c'est peut-être une idée que vous pouvez développer tous. J'ai lu un article sur un journaliste américain qui a fait le voyage de Nabokov aux États-Unis. Et en fait, il a fait le voyage du livre de Lolita. Et il a refait tout le voyage. Et Nabokov a fait ce voyage 3-4 fois dans sa vie avec sa femme, en voiture, etc. C'est un article passionnant. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Sur certains romans, ça peut vraiment être hyper intéressant de faire ce voyage. Et donc d'amener, peut-être de donner l'idée aux lecteurs de faire le même voyage. C'est clair. Je trouve ça super. D'ailleurs, c'est un article passionnant. Il est en anglais, mais j'avais envie de le partager. Il faut que je le partage. Oui, si tu en as le temps, tu peux mettre la référence sur le fil de discussion sur la droite. Oui. Si tu veux. Je trouve le lien, mais parce que je l'ai lu sur le papier, le New York Times papier, mais il est certainement en ligne. Je le trouverai et je vais essayer de vous le passer. Oui, ce serait intéressant, oui. Je ne vais pas pouvoir là maintenant parce que j'ai du mal à faire. C'est pas grave, non. On le mettra après. Ouais. Voilà, on le mettra sur les réseaux. C'est pas un problème. D'accord. Alors en fait, je voudrais. Pardon. Vas-y. Je voulais juste prévenir notre audience en fait que donc on a dans le cadre de cette émission, on avait préparé un petit questionnaire. On en parlera. Il y a déjà une dizaine de personnes qui nous ont fait l'amitié d'y répondre en fait sur les habitudes des uns et des autres sur le blogging. Parce que en fait là, ce qu'on comprend là, on prend une petite pause de la discussion telle qu'elle est jusqu'à présent. Eh bien, c'est que le blogging, c'est quelque chose qui est devenu un petit peu nécessaire pour les écrivains et c'est peut-être une manière pour eux de soit faire un petit peu leur marketing, mais aussi peut-être de se démarquer de leur écriture, de leur œuvre, celle qui cherche peut-être à vendre, et puis qui sait, ça peut être aussi une source d'imagination et de création pour amener les gens vers cela. Donc à peu près dans une quinzaine de minutes, on invitera d'autres personnes parmi l'audience à intervenir dans cette discussion. Hein. C'est un petit peu le principe. Alors là, c'est tout à fait intéressant ce qu'on a jusqu'à présent. Donc, si vous le voulez, peut-être on peut parler des résultats de notre petit sondage. OK. Alors attendez, je vais essayer de l'afficher à l'écran sur ma case. OK, on va voir si ça marche. Il y avait trois petites questions. Ouais. Alors attends, je pense que j'ai un petit problème pour l'instant. OK. Bon, je vais essayer de faire ça de mon côté. D'accord. J'ai un petit problème avec mon logiciel. Alors, on peut peut-être revenir sur une autre question en fait, parce que on avait fait, je me rappelle, lors de la petite vidéo de lancement, on avait posé la question suivante. Est-ce qu'il faut rassembler autour de son univers à soi en tant qu'auteur, ou bien créer un univers comme ça qui pour rassembler autour de vous? Donc c'est ça un petit peu cette problématique qu'on a. Est-ce qu'il faut créer un univers ad hoc pour attirer vers les livres, ou alors est-ce qu'il faut déjà utiliser son propre univers? Est-ce que tu as quelque chose à dire à ce sujet, Chris Simon, d'après ton expérience? Je pense que forcément, ça va partir de son univers quand même. Moi, je pense qu'il si on crée quelque chose de toute pièce, là, on est vraiment dans du marketing. Dans du marketing pur, ouais, je pense. Dans du vrai produit et non pas dans un univers d'une personne, si vous voulez. Je me rappelle avoir fait récemment un article où je disais qu'effectivement bloguer c'est dire la vérité. Je pense que c'est très important de partir de quelque chose de réel, enfin dans tout ce qu'on fait de préférence, mais en tout cas on est l'écriture, c'est quelque chose d'intime et si on construit quelque chose de complètement artificiel autour, c'est comme quand on parlait l'autre jour des pseudonymes. Quand on choisit un pseudonyme, il faut quand même choisir quelque chose qui nous parle et qui pas quelque chose juste pour s'amuser 5 minutes parce qu'on s'en lasse quoi. Et je pense qu'effectivement un auteur doit d'abord partir de ce qui le fait lui, mais par contre aller bien au-delà et c'est là que ça demande un petit peu de réflexion et penser aussi à qui il s'adresse. C'est-à-dire qu'il y a souvent là pour le coup on est dans une partie un peu plus marketing, mais quand on commence à choisir des thèmes, et ben il faut quand même faire des sélections par rapport à ce qu'on est évidemment d'abord et ensuite ce à qui on parle. Et on peut pas toujours parler de tout en même
même temps ou de tout avec la même légitimité. Et je pense que si on veut attirer son lecteur, il faut penser à qui il est et à ce qu'il a dans la tête aussi un petit peu, et à ce qui peut l'intéresser, à ce qui peut le passionner. Mais ça ressemble déjà à du marketing en fait. Ça l'est, c'est mais très bien le discours de la cible marketing, mais il faut pas se cacher quand même. On est quand même, on cherche quand même voilà. Ah oui, évidemment. C'est pas le point de départ, mais c'est quand même, et c'est ce qui différencie l'écriture, parce que l'écriture, on part de soi et on écrit pour soi. Le blogging, on est quand même un petit peu obligé, quoi. Enfin, on sait très bien que c'est un outil aussi de promotion. Il y a des fois, ça fait plaisir, puis il y a des fois, on se dit, il faut le faire quand même. Et c'est là qu'il faut, à mon avis, être justement très ancré dans ce qu'on est, ou dans ce qu'on écrit. Chris, tu m'arrêtes selon ce que tu en penses. Il faut être passionné par le sujet au départ. Il y a dans son livre. Exactement. On a mis dans son livre. Ça, c'est clair. Et après, par contre, dans la forme et dans les choix de communication, là, il y a des choses qui, entre guillemets, vont adresser plus telle ou telle cible. Si on choisit de l'image, si on fait des longs textes, si on aborde ça d'un point de vue très littéraire, enfin voilà, on sait très bien qu'on va pas toucher les mêmes personnes selon la forme qu'on utilise après. Et c'est vrai que ça dépend aussi à quel public on s'adresse. Si on s'adresse par exemple, si on écrit des choses pour les jeunes adultes ou pour les enfants, on ne va pas avoir la même approche de blog, c'est sûr. Le même blog que si on s'adresse à plutôt des adultes, voilà. Par exemple. Mais là, ça rejoint le marketing. Il y a un moment où forcément on en arrive à un peu on est obligé de mixer les deux, et c'est ça qui fait que souvent ça hérisse l'auteur. Enfin, moi je sais qu'il y a une petite allergie, on dit mais je ne suis pas à vendre. Mais c'est pas. Je pense qu'on peut arriver à faire ça de façon intentionnelle sans se vendre. Voilà, c'est juste mettre de l'intentionnalité dans le blogging. Oui, et d'ailleurs marketing, je pense que c'est le mot. C'est pas le bon mot pour les auteurs. Je pense de plus en plus, je me dis que le meilleur mot à utiliser, c'est communication. Ouais. Communication, d'accord. Oui. Parce que en fait, on s'en rend pas compte, mais personne ne nous connaît. Enfin, si on s'en rend compte. Non, mais il suffit de googler et puis on voit tout de suite si on ne connaît ou pas. Mais donc, la première chose à faire, c'est de communiquer. C'est la communication qui d'abord. Alors le marketing, ça vient quand on sera un peu plus connu, qu'on aura vraiment 1000. Si demain on a 1000 followers absolus, c'est-à-dire des gens, 1000 personnes qui achètent notre livre le jour même, là on peut commencer à parler de marketing, je pense. Mais 500, c'est déjà pas mal. Pour l'instant, oui, on est sur la communication. Oui. Et la communication, c'est vraiment parler de son livre, montrer qu'on est là, qu'on existe, qu'on fait, qui on est, toutes ces choses. Et le blogging, c'est bien pour ça. Voilà. C'est vrai, tu as raison qu'on n'en est pas encore au stade d'Apple et des grosses machines de communication où on pourrait dire il y a un plan marketing derrière très établi. C'est déjà créer ce premier espace où on va pouvoir amener les gens à connecter avec son écriture. Et c'est vrai que le blog, ça reste quand même le meilleur endroit où on peut donner une image assez complète et puis parler un petit peu d'autre chose que du livre en lui-même, parce que les pages de vente, elles sont quand même assez limitées quand il s'agit de communiquer, quoi. Alors là, on commence déjà à avoir un certain nombre de réactions tout à fait intéressantes de la part de notre audience. Alors, on va peut-être poser une question à la cantonade, une question de Lucie Navarre qui dit « Est-ce que le blog est essentiel pour la littérature maintenant ?» Alors, est-ce qu'on a une petite réaction Chris, je te laisse. Alors, il faut exister en ligne, hein, surtout si on fait du e-book. Hein. Si on a que du papier à la limite, et encore, je pense qu'il faut exister sur les réseaux sociaux. Et il faut absolument exister en ligne, puisque le e-book est en ligne, s'achète en ligne, et de toute façon, le papier, il faut bien communiquer. Donc. Et une autre chose aussi, il y a deux façons de bloguer en tant qu'auteur. Soit on blogue ses livres, ce qui se fait, hein, j'aurai des exemples à donner. Soit on blogue autour de ses livres. Mais on peut très bien envisager de bloguer son livre chapitre par chapitre et ensuite d'en faire un livre, ça se fait. Il y a eu des succès, il y a des succès américains, mais moi je vais vous donner, si vous voulez des exemples, j'en donnerai des Français. Oui, bien sûr. On a assez des Français. Et ça peut marcher, tout dépend du sujet. Je pense. Dis-nous. Alors, il y a eu un très bon exemple français qui s'appelait Avec maman d'Alban Orsini. Je ne sais
sais pas si vous avez vu passer cette chose, un peu improbable. Voilà, son pari, il l'a fait sur Tumblr. Alors, il l'a pas fait sur son blog, mais Tumblr étant entre le réseau social et le blogging, c'était, je pense, on est en 2014. Pendant un an, tous les jours, il a fait un petit dialogue avec sa mère. C'était une mère fictive, c'était une fiction. Hein, c'était la mère fictive et le fils fictif. Et en fait, il avait eu la très bonne idée, qui est une idée d'un auteur américain. Il n'a pas inventé ça, mais il a quand même créé une fiction avec ça. Sur son téléphone, sur l'iPhone ou un smartphone, il avait les petits dialogues, la petite fenêtre où vous avez le truc en bleu, le truc en jaune, les dialogues en jaune, en bleu. Il a utilisé ce graphisme et tous les jours, il a fait une fiction sur un an en publiant tous les jours un petit dialogue entre la mère et le fils. J'adore. Ça a eu un grand succès sur Tumblr. Ouais. Il a finalement été publié en papier. Le livre est traduit aujourd'hui dans plein de langues. Moi, j'ai vu passer l'espagnol, l'anglais, l'allemand, l'italien. Et il a été publié chez Clifford & Company. Clifford ou Clifford et compagnie. Son nom, c'est Alban Orsini. Moi, je le connaissais comme auteur. Je l'ai rencontré une fois il y a 2-3 ans. Et j'ai suivi sur Tumblr, vous pouvez le trouver aujourd'hui avec maman. J'ai suivi son truc, pas tous les jours parce que j'avais pas toujours le temps, mais très très drôle. Et donc voilà, on n'en parle pas, mais je trouve, là il a à la fois, il y a un univers visuel, puisqu'il a utilisé un visuel qui est très très ludique en fait, et il y a à la fois une vraie fiction avec un rendez-vous tous les jours. C'est vraiment quelque chose qui a très bien marché. Hein. Et est-ce que tu vois pas, moi je vois le même phénomène arriver sur Wattpad, enfin alors c'est pas vraiment des blogs non plus, mais c'est quelque chose aussi où on voit de plus en plus d'auteurs avoir des gros publics en publiant comme ça en petit bout. Enfin l'outil a l'air de bien fonctionner en tout cas. Oui, alors il est quand même, il reste encore très très anglophone. Moi j'y suis depuis 3-4 ans, mais j'ai pas fait grand chose dessus. Et il est quand même très... la grosse clientèle, ce sont les jeunes adultes. Voilà, c'est très jeune par contre, c'est ça. Donc, si vous écrivez des choses pour les jeunes adultes, définitivement, c'est le réseau de lecteurs, le réseau d'écrivains lecteurs. Voilà, c'est ça. Non, Wattpad. À vraiment investir. Wattpad, à vraiment investir. Mais il faut vraiment fantasy, jeune adulte. Alors, voilà, ouais, jeune adulte. Il y a des gens jusqu'à 35 ans, 40 ans qui lisent du jeune adulte, même plus âgé. Il ne faut pas non plus toujours voir ça comme un âge, mais c'est quand même une clientèle très jeune. Oui, on voit dans les commentaires que c'est des groupes de fans qui sont plutôt pas forcément ados, mais enfin pas bien âgés. Voilà. Mais peut-être aujourd'hui, ce que moi j'entends sur les réseaux, et j'avais un autre exemple, c'est Charlie Bregman qui en 2017 a publié son livre par petits bouts comme ça toutes les semaines, qui après est devenu un livre qu'il a sorti en 2012, qui a très bien marché, parce qu'il en a quand même vendu 2000 jusqu'en 2013, 2014, ce qui est quand même un bon chiffre à l'époque. De 2000 exemplaires, c'est bien. Oui, c'est énorme. En e-book, il avait publié ce livre en 2007, 2008, pendant un an ou deux, toutes les semaines, il publiait un chapitre, voilà, et le livre faisait 600, à la fin, le livre faisait 700 pages, il a dû le réduire à 400 pour le publier sur Amazon, bon. Mais ça avait été une expérience. Mais à l'époque, le blogging, il y avait beaucoup plus de trafic qu'aujourd'hui. Oui, il y en a peu maintenant parce qu'il y a beaucoup de monde qui blogue. Hein. Il y a beaucoup plus de blogueurs. Voilà, c'est ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si on a un livre qui s'adresse à un public, par exemple, très spécifique comme pour Wattpad, un public jeune, je pense qu'on a peut-être plus intérêt à le publier par morceaux sur Wattpad directement plutôt que sur son blog. Oui, je pense. Ce qui n'empêche pas non plus de le faire aussi sur son blog, à voir. Ça, c'est un débat intéressant. Moi, j'ai vu dans d'autres blabs, effectivement, que on peut considérer que le blog va petit à petit disparaître au profit des réseaux sociaux. Et puis, on aura l'occasion en fait d'en parler directement à Charlie Bregman, puisqu'il sera notre invité dans 2 émissions. Il a confirmé donc récemment. Et donc, voilà, c'est une petite information chaude. Un scoop. Voilà. Voilà. Alors. Ok, alors si ça vous dérange pas, j'ai réglé le problème technique, je crois, là. Donc on va voir rapidement
Voilà. Alors, je pense que vous allez voir maintenant sur ma page, on avait ce petit questionnaire. Alors, j'espère que vous le voyez bien. On a un petit camembert. Donc, il y a des personnes qui nous ont répondu et on leur posait la question, à quel rythme nourrissez-vous votre blog? Et donc, on a 30% qui font une fois par semaine, 30% qui font une autre fréquence, 30% quand ils en ont envie, et 10% 1 à 10 fois par mois, 2 fois par mois. On voit que c'est pas très, très régulier quand même. Ensuite, deuxième question, avez-vous le sentiment de ne pas voir quel ton adopter sur votre blog? Alors là, de ne pas savoir, oui. Donc, 40% des gens ne savent pas quel ton adopter sur votre blog. Alors, on va peut-être leur donner des pistes. Ensuite, quel sujet abordez-vous sur votre blog? Alors d'abord, vos livres. Alors, regardez pas les pourcentages, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, c'est plutôt votre univers. Ensuite, vos livres et vos thèmes. Voilà où on en est. OK. Donc, je vais revenir. Voilà un petit peu, ça peut nous donner une idée pour alimenter le débat avant qu'on ouvre bientôt l'antenne à notre audience. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces petits chiffres? Parce qu'on voit que déjà, les auteurs, bon, c'est difficile pour eux de bloguer comme ça. Et puis, ils savent pas trop de quoi parler quelquefois. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil qui soit immédiatement réalisable, qu'on puisse mettre en place? Par exemple, je vais te dire, voilà, pour donner un petit peu du grain à moudre, voilà, Chris Simon, elle a écrit Memorial Tour qui fait un carton sur Amazon. Donc, il s'agit en fait d'un voyage un peu en Allemagne, je crois. Voilà, c'est un petit peu complexe. Bon, mais disons qu'elle a écrit aussi sur les mouchoirs, Lacan et les mouchoirs, pardon, et c'est donc tout à fait un autre genre. Est-ce que c'est simple comme ça de choisir des thèmes pour bloguer? Parce que tu parlais tout à l'heure, Chris, du fait de bloguer sur ses livres ou de bloguer sur un livre. Donc, comment est-ce qu'on pourrait donner quelques petits tuyaux comme ça à l'audience, aux gens qui nous écoutent? Mais... disons que je vais plus parler de Memorial Tour parce que j'ai été beaucoup plus professionnelle, on va dire, avec ça. Pour Lacan, j'étais un peu plus laxiste et je ne savais pas trop comment aborder la chose. Mais par exemple, Lacan, comme il y a de l'humour et la psychanalyse, c'était les deux choses que je pouvais aborder. Donc, par exemple, si on fait des choses humoristiques, il faut évidemment avoir un blog qui ait de l'humour parce que sinon, on ne comprend pas. Il faut que ça reflète un petit peu son univers. Si on a de l'humour, on a de l'humour. Ça doit se traduire dans le blogging aussi. Pour Memorial Tour, j'avais prévu 6, puis après j'en ai rajouté. Mais un mois avant, j'ai commencé, un mois avant la sortie, et il était déjà en pré-vente, 3 semaines avant. J'ai commencé à parler déjà du thème, parce que je me suis aperçue que beaucoup de gens ne connaissaient pas en fait ce que c'était que le tourisme noir. Oui. Le tourisme de la désolation. Je me suis aperçue que des gens ne connaissaient pas du tout le concept. Et donc, j'ai commencé là-dessus, en me disant, informons, communiquons déjà sur d'où part le livre, comment est né le livre. Il est né de quelque chose qui existe, en fait. Donc, c'est ces touristes qui vont visiter les camps de concentration. Les lieux horribles de l'histoire. Oui. De l'Europe ou du monde entier, d'ailleurs. Mm-hmm. Il y a des gens qui vont visiter Mogadiscio, les massacres. Donc, tu as carrément fait, disons, un rétro-planning, on parle un petit peu de project management, pour pouvoir implémenter et commencer à parler de ton livre avant le lancement officiel. Hein. Voilà, j'ai commencé par ça et ensuite par... je sais plus ce que j'ai fait. Après, il y avait les personnages, tu as présenté les personnages, j'ai fait les différents endroits, enfin, il y avait des lieux, il y avait des photos. Voilà. Alors, j'ai fait des choses différentes parce que j'ai une liste d'abonnés qui n'est pas la liste d'abonnés de mon blog nécessairement, mais de mes lecteurs. Et j'ai fait des choses qui ne sont pas sur mon blog, qui ont été envoyées par contre à ma liste d'abonnés. Je fais des choses différentes. De manière justement à ce que mes abonnés n'aient pas l'impression que finalement il leur suffirait de suivre mon blog. Quoi. Donc, par exemple, les lieux, j'ai fait uniquement pour si tu es abonné, Laure, je crois. Donc, tu as reçu des choses que des gens qui suivent seulement mon blog n'auront pas reçu. D'accord. Aussi, je recommande de mettre des extraits de son livre sur son blog. Je le fais, je l'ai fait avec Lacan, je l'ai fait avec pratiquement tous mes livres. Là, je l'ai fait tout à la fin, un des derniers posts, un des derniers articles, c'est un extrait, et j'ai même offert de télécharger sur mon blog deux chapitres, alors que mes abonnés peuvent en télécharger plus.
de manière, en PDF au moins, de manière à comme ça que les gens puissent le lire comme ils veulent, dans le train, ou dans le métro, etc. Ça, je recommande de le faire. Pourquoi? Parce que c'est aussi un article qu'on peut, sans arrêt, qui est intemporel, et donc qu'on peut tweeter quand on veut, repartager une semaine plus tard, un mois plus tard, 2 ans plus tard, même si on veut. Voilà. Tu te fais un planning de tout ça? Tu te fais un planning de tous les tweets que tu envoies, oui? Tu suis ça? Par jour, oui. En gros, par jour, c'est à peu près la même chose à des heures différentes, évidemment, pour pas que les gens aient l'impression de voir toujours le même, bien que, au bout d'un moment, on voit toujours le même. Donc, j'en élimine. Au bout d'un moment, j'élimine certains que je ramène une semaine plus tard pour que, voilà, s'il y a des nouveaux. Parce qu'après, on a de nouveaux abonnés quelques mois plus tard. Donc, on peut toujours retweeter. En fait, dans le blogging, il faut aussi penser aux articles qui sont intemporels. On va pouvoir utiliser pendant des années. C'est ça. C'est quelque chose. Et c'est vrai que quand on produit beaucoup de communication, on a toujours ce stress de lasser, donc de se renouveler, mais c'est dans tous les métiers. Enfin voilà, dès lors qu'on parle de quelque chose, on a évidemment déjà pas tout le monde qui le voit au premier coup. Ensuite, effectivement, il y a de l'intemporel, il y a des choses dont on peut se resservir, puis il y a de l'actu fraîche. Et c'est vrai que de son point de vue, quand on est le producteur de l'information, on a tendance à oublier ça et à se dire bon, ça c'est consommé, je peux plus en parler. Et c'est vrai que quand on prépare, si on se parle de faire une sorte de planning quand on veut bloguer, il faut évidemment différencier les différentes formes sur lesquelles on va communiquer, parce que une même information aussi, elle va se communiquer déjà plusieurs fois dans le temps, si elle est intemporelle, mais en plus on peut changer la forme, on peut un coup communiquer avec une image, un coup avec une petite phrase, un coup en reliant un article, donc on peut renvoyer vers la même information sous des formes différentes, ce qui permet déjà de varier les plaisirs. Et après, il faut se dire qu'effectivement, une partie infime de la population a vu ce qu'on a balancé comme information la première fois. Donc, sans saturer les gens et il y a des personnes qui bloguent en boucle, enfin, qui communiquent en boucle, et ça, c'est désagréable. Mais en tout cas, laisser passer un certain laps de temps et puis recommencer, c'est adresser ne serait-ce que les nouvelles personnes qui vous ont suivi entre-temps, ou des gens qui vous ont découvert. Voilà, c'est pas forcément. Ah, on a perdu Olivier. Oui, Olivier a disparu. Ah ben, il en avait marre. Donc c'est vrai qu'il faut varier les plaisirs, et je pense que c'est vrai que se poser, comme tu disais, un rétro-planning à la fois pour savoir de quoi on va parler et croiser ça avec la forme. Et aussi voilà, et croiser ça avec une notion de temps où on va aussi regarder un petit peu. Il y a des fois des bouquins qui vont coller avec l'actualité. S'il y a un bouquin qui va parler, je sais pas, qui va être un peu romantique au moment de la fête des mères, on peut le promouvoir. Enfin, il faut un petit peu prendre en compte tout ça et essayer d'être assez opportuniste pour le coup, c'est-à-dire de caler un petit peu sa communication en fonction de ces éléments-là aussi, sans avoir peur de retour, pardon. Oui, tu t'es embêté. Voilà. Non, il y a un petit problème technique. Bon, c'est des choses qui arrivent. Bien sûr. Oui. C'est tout à fait intéressant, mais je vois qu'il y a de plus en plus de questions. Ouais, voilà, on va essayer de on va ouvrir la case si vous le voulez bien. Donc, on va inviter maintenant les personnes qui souhaitent nous poser des questions. Alors, je vois qu'il y a Léa Matisse, il y a Valérie Liéco qui veut nous poser des questions. Il y en avait d'autres. Alors, n'hésitez pas, à Firestorm aussi. N'hésitez pas. Donc, il suffit pour cela d'amener votre souris, votre curseur de souris sur la case qui est libre. À ce moment-là, vous avez un petit cercle qui va pulser. D'accord? Vous cliquez dessus, clic gauche, et au bout de quelques secondes, eh bien, nous aurons l'honneur et l'avantage de vous écouter. Alors, allez-y. N'hésitez pas. Voilà, allez-y. Alors, Valérie, peut-être, Liéco, qui voulait poser une question? Alors, en principe, la case est libre, hein? Voilà, alors il y a quelqu'un qui veut rentrer, on va voir, je vais l'accepter. Donc c'est Firestorm. Voilà. Alors Firestorm qui est une auteure de fantasy, je crois. Oui. Voilà, alors elle est en train de pulser. Attendons. Voilà, alors la connexion va se faire en principe, et puis ça ira. Ok, alors on a juste son audio, donc c'est pas grave. Parle-nous alors, Faye. Allô? Le signal est faible. Essaye de rafraîchir ta page, Faye. Donc, appuie sur la touche F5 de ton navigateur. OK. En attendant, Chris, est-ce que tu pourrais répondre à cette question de Valérie Liéco, si tu le veux bien? Est-ce qu'il faut créer une mailing list en plus de la liste d'abonnés inscrits sur ton blog? Parce que bon, tu as un blog. C'est ce qu'on a pu comprendre, que tu avais peut-être une mailing list pour un livre, par exemple?
Moi, je ne m'occupe pas tellement de la mailing list de mon blog, pas du tout. Ça m'est un peu égal. Ah, J'ai ah. vraiment une mailing list dont je m'occupe qui est celle des gens qui sont intéressés par mes livres, Ah, d'accord. de mes lecteurs, oui. Et où est-ce que Oui. tu as créé ta landing Chez page? Mailchimp, sur Mailchimp, Ah, sur Mailchimp, d'accord. dessus, oui. Et donc, on peut y accéder à ton blog. Alors, Alors, Voilà, sur mon Yann. blog, partout, sur toutes les pages, tu peux t'inscrire, inscrivez-vous sur la mailing list. d'accord. Je dis à peu près qu'il y a des cadeaux, il y a des choses sympas que personne d'autre ne peut avoir. Ok. Mais Des quoi comme audios, genre de cadeau? Qu'est-ce que tu envoies comme cadeau, par exemple? J'envoie un audio, là par exemple, on a les 3 premières séances de Lacan et la boîte de mouchoirs, ça c'est nouveau. On a le droit on reçoit un audio du premier chapitre de Memorial Tour et aussi 3 chapitres des 3 premiers chapitres de Memorial Tour. Est-ce que Voilà, c'est on a toi tous qui ces as cadeaux-là au enregistré? choix. Pardon, excuse-moi. Est-ce que c'est toi qui as enregistré ces audios ou c'est Oui, un oui, c'est moi. Et Ah, j'aime d'accord. beaucoup faire ça. Et il faut que je peux m'améliorer encore, je pense. Mais j'en avais fait un pour Lacan avec une amie qui a un accent incontrôlable. Oui, je l'avais écouté. Mais ça avait un certain charme, mais c'est difficile à comprendre. Mais celui-ci est beaucoup mieux et j'ai mis un peu de musique. Très Laure bien. m'avait suggéré ça. Et voilà, je m'améliore et j'aimerais peut-être faire le livre en entier. Voilà, il faudrait que j'achète un micro peut-être un peu plus professionnel. Ah, ben, tu Je demanderas l'ai fait alors. avec pas avec celui-ci, mais avec un autre. Ok. Bon, alors, je vais demander à d'autres personnes. Pour l'instant, Firestorm a un petit problème sur Firefox, donc essayez plutôt sur Google Chrome. Allez, une autre personne, Valérie, Léa, d'autres personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas, ou Morgane peut-être, Florence Clairefeuille, si vous voulez intervenir, pas de problème. En On est attendant, là. pour ceux, ouais, voilà. Vas-y, Pardon? Chris. En attendant, pendant que quelqu'un saute, pour ceux que ça intéresse, j'utilise le programme Audacity, qui est super pour enregistrer, qui est facile d'utilisation pour enregistrer Tes des audios, voix. Ouais. tes audiobooks. Oui, pour Oui. faire mes petits trucs, mes chapitres. Et pour Alors, faire un audiobook, il est parfait. Hein, on peut le oui. faire à un niveau professionnel. Alors, tu sais, Oui. je pensais par rapport à l'audiobook, on disait que c'était quelque chose, on en a parlé toutes les deux, mais c'est vrai que bon, en France, il y a moins de trajets. C'est pas comme en Angleterre où on est sur la M21 ou aux États-Unis, on a la moitié du pays à se traverser tous les jours. Et j'ai vu récemment un article et je me suis sentie concernée qui parlait d'écouter des livres en courant. Et c'est vrai que moi, je cours et je me suis dit finalement, quand on court 1 heure, bah, ce serait quand même super sympa d'avoir une histoire qui est racontée. Et je pense que Tu veux essayer? Ben, je vais essayer, ouais, du coup. Et je me dis, j'aurais pas pensé sur un trajet, je préfère avoir un bouquin ou une tablette et lire. Mais par contre, en courant, bon, définitivement, on peut pas lire. J'ai essayé, c'est pas possible. Et là, je me dis, par contre, il y a toute une population de joggeurs, et je pense que Oui. ça peut être C'est tout à fait utile. un bon moyen, en tout cas, de se faire, voilà, de mettre ça dans tout ce qui est Apple et consorts pour courir. Alors, si vous me permettez, mesdames, j'en On se parlerai permet. dans une petite émission qui s'appelle 30 minutes solutions. Je vais la lancer jeudi à 18h. On va parler ça des audiobooks. Comment est-ce qu'on peut faire un audiobook? Et puis, si ça vous intéresse, éventuellement, j'essaie de boucler une formation sur Udemy. Justement, on apprend sur Audacity, ça va durer à peu près 1h30, 2 heures, les étapes à faire pour avoir un bon son, bien le lisser, etc. C'est vrai que on peut le faire pratiquement gratuitement. Hein. Il y a peut-être juste donc un petit micro à... Oui, celui-ci, je ne l'ai pas, celui-ci encore. Voilà, bon, mais tu verras aussi le petit météorite de l'or. Ouais, moi, là, qui est je te très sympa, montrerai. si tu peux nous le J'ai montrer. vu que Voilà. tu l'avais acheté. Voilà, regardez, on dirait La un petite bille, c'est ce que je une petite glace. Très sympa. Alors, mesdames, il y a personne qui veut sauter dans la Voilà. case là. Léa, toujours pas, ça fait où tu arrives pas. Elle est là depuis le début. Léa. Personne n'y arrive, mais est-ce qu'on a des questions? Voilà, sinon vous posez des questions sur le côté. On avait une question très intéressante qui est passée, je ne sais plus qui l'a posée, excusez-moi, est-ce qu'il faut donc créer soit un blog, soit un site? Parce que c'est vrai que c'est pas très clair. On précise quand même que un blog, si vous voulez, ça peut faire partie d'un site, mais pas l'inverse. Hein. Alors, quelle est ton opinion là-dessus, Chris, et puis aussi Laure, pourquoi pas? Il faut les deux, je pense. Les deux. Un blog permet de communiquer, mais si on n'a pas le temps, bon, il faut être honnête, si on n'a pas le temps de bloguer, si on pense qu'on n'aura pas le temps de bloguer, qu'on veut passer plus de temps à écrire ses livres, ce que je peux comprendre, ça dépend de son planning, son activité, etc. Autre.
Je pense alors qu'il faut avoir un site c'est indispensable. On existe sur le net, on peut mettre toutes les chroniques sur son livre, on peut mettre tout ce qui est autour de nos livres, de tout ça, nos rendez-vous, nos choses comme ça. Voilà, Valérie. OK. Et si on a le temps, mettez un blog sur votre site et comme ça, vous pouvez bloguer. Mais le site me paraît indispensable. Ah, bonsoir Valérie. Valérie Liéco, bienvenue. Bonsoir. Désolée, en fait, je vous appelle d'un restaurant où il y a le Wi-Fi. C'est très bien. Voilà. Parfait. Alors, vas-y, bien. N'hésite pas à réagir et dis-nous alors ce qui t'amène. C'est vrai que moi, je ne connaissais pas du tout les e-books jusqu'il y a un an. Donc, j'ai écrit un premier roman il y a un an. Et puis, en effet, j'ai commencé à découvrir un petit peu cet univers. Et donc, je ne suis pas du tout informatique, etc. Donc, mon mari, d'ailleurs, est étonné des progrès que j'ai faits depuis là. Ah bah oui. Super. Donc, c'est vrai que j'essaie de prendre un peu conseil un peu partout. Et c'est vrai que j'entends à quoi c'est important de créer son blog par rapport au marché des e-books, etc., se faire connaître. Et c'est vrai que est-ce que vous m'entendez bien d'abord? Oui, très bien. C'est bon. Oui, très bien. Très bien. Ah ben parce que je vous assure, c'est très archaïque. C'est parfait. Mais ça marche. Donc, voilà, j'ai essayé de créer mon petit blog, mais voilà, j'avance petit à petit. Donc, j'essaie de savoir comment amener des gens à apprécier aussi le blog. J'essaie d'être très naturelle. Donc, c'est vrai que la présentation du blog, je me suis inscrite sur un blog qui s'appelle Blog Forever, mais je ne savais pas du tout lequel prendre d'abord. Maintenant, j'ai un ami informaticien qui me parle que c'est mieux que je crée mon propre site. Oui. Oui, disons que Alors, c'est… en fait, Vas-y. Pardon, si vous permettez, en fait, le site, c'est vraiment la seule entité qui est, disons, votre propriété privée, d'une certaine manière, sur Internet. Tout le reste, ça appartient soit à Mark Zuckerberg, soit à Google, etc. Et donc, c'est là, si vous voulez, c'est le seul endroit où vous pouvez commencer à capter ce qu'on appelle une mailing list, qui est quand même l'outil marketing privilégié pour pouvoir ensuite, si vous voulez, c'est une transaction qui se déroule. Lorsque l'internaute arrive et il demande, il consent à vous donner son adresse email, il y a une transaction, disons, à la fois juridique et morale qui se fait, et donc il vous autorise à continuer à le marketer, c'est-à-dire à envoyer des choses, puisqu'il montre déjà que votre contenu l'intéresse, d'accord? Et puis maintenant, pour les personnes qui n'arrivent pas, dans notre technique, à démarrer leur site, eh bien, rien de tel, si vous voulez, que de envoyer sur Google+, sur Facebook, sur Twitter. Pas la peine de faire peut-être tous les réseaux sociaux, mais d'en choisir un où vous vous sentez bien. Je sais que, par exemple, Chris et Laure, elles tweetent très bien, elles ont pas mal d'abonnés. Votre serviteur en a beaucoup moins, mais il se trouve que, bon, sur d'autres, par exemple sur Google+, ou sur Facebook, bon, bah, je me débrouille un peu mieux, quoi. Donc, voilà, le site, c'est quand même vraiment la base. Et c'est pas compliqué. Par exemple, je connais Stéphanie SG Horizon qui fait un site sur Wix, wix.com, wix.com, et là, ça demande pas vraiment grand-chose comme, disons, comme connaissance. Mais après, on en parlera aussi petit à petit dans ces émissions que je ferai. Et même ici, parce que c'est spécifique aux auteurs, il ne faut pas avoir peur, disons, de communiquer, comme le dit très bien Chris Simon. Disons qu'il faut surtout… il y a aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'il y a vraiment des outils pour tous les niveaux. Oui. Et je pense qu'il ne faut pas se mettre dans les pattes, entre guillemets, un tas d'outils dont on ne se servira pas. Notamment au niveau du blog, on peut avoir des blogs voilà, sous WordPress, des choses très complètes. Mais effectivement, il y a des outils comme Wix, il y a des sites comme Iggy qui permettent d'ouvrir une page blog rapidement. Ne serait-ce déjà que pour se lancer, sans se mettre la pression de se dire mon menu est à l'envers, j'arrive pas à remplir les cases. On est toujours à temps après de passer du temps là-dessus. Et pour les réseaux sociaux, c'est pareil. C'est sûr qu'il faut amener les gens sur le blog. Les gens vont pas naturellement taper votre nom et tomber sur votre blog. Donc, il faut créer des petits chemins. Mais là aussi, c'est pas utile d'ouvrir tous les réseaux sociaux en même temps. Et après, parce qu'il faut aussi les alimenter et que ça vive. Donc, il faut commencer par ceux avec lesquels on est à l'aise. C'est vrai que Facebook, déjà, on va capter tous ses proches et c'est la première démarche la plus naturelle d'aller alerter ses amis sur son activité d'écriture. Et après, on peut étendre selon si on aime la photo, on peut choisir Instagram pour si on est toujours avec son téléphone et que ça nous correspond. Twitter, c'est une autre approche. Je pense qu'il faut que ça reste. Je suis partisane du fait que la communication soit un complément aussi de l'écriture et nourrisse un peu notre créativité et soit pas juste là comme
comme un boulet, une chose qu'il faut faire, une case qu'il faille cocher. Donc il faut surtout, si on veut être persévérant, ce qu'il faut être, il faut commencer par ce qu'on sait faire et puis petit à petit progresser et prendre du plaisir à le faire surtout. Oui. C'est vrai. Donc c'est pas un problème que vous ayez ouvert un premier blog et puis un deuxième. Enfin après, il faut pas perdre les gens en route, mais c'est vrai qu'il faut bien commencer par quelque chose et voilà, on peut pas tout faire. On fait déjà beaucoup de choses. Donc en fait, oui, c'est ça le dilemme de l'auteur. L'auteur, il commence d'abord par écrire et puis après, il se rend compte qu'il faut aussi qu'il se vende et qu'il existe sur Internet. Mais dites-vous bien que en fait, on le fait tous. Je veux dire, ne serait-ce que le fait d'aller à l'école, par exemple, on apprend un truc et puis au bout d'un moment, on se rend compte qu'il faut aller sur le marché du travail, il faut exister. Donc c'est vraiment quelque chose de naturel. Il ne faut pas baisser les bras et ça peut être fun, ça peut être marrant de communiquer. On le voit bien avec Chris qui a préparé ça suffisamment à l'avance pour éduquer. C'est un petit peu le marketing éducatif. Il a fallu qu'elle éduque de certaine manière ses lecteurs potentiels en leur expliquant ce que c'était que le tourisme noir. Voilà pourquoi il y en a certains qui aiment bien aller se pâmer devant Dachau, devant des camps de concentration. Bon, ben c'est comme ça. Et après, elle a pu broder là-dessus. D'accord? Ok, ben c'est pas mal tout ça. Est-ce que tu avais d'autres choses à demander, Valérie Liéco, tant qu'on t'a, parce que je sais que c'est pas, c'était difficile de t'avoir. Alors, voilà, exactement, parce que bon, je sais, vous êtes tous sur la métropole là? Non, on est au 4, pas du tout. Non, moi, je suis en Martinique. Moi, je suis à Bordeaux. Et Chris Simon est à New York. Donc, il n'y a que moi qui suis en métropole. Momentanément. Mais finalement, je suis à Paris, on est sur le même fuseau horaire, Chris et Olivier, Voilà. puisque je suis à Saint-Martin. D'accord. Voilà. Tu vois, donc. Valérie, je peux te dire une chose. Tu peux déjà commencer, si tu peux pas mettre une mailing list et utiliser ta mailing list sur le blog que tu as maintenant, tu peux la faire toi dans ton, je sais pas ce que tu as comme programme de mail, mais tu peux créer des groupes dans ton programme de mail. Et donc, faire déjà ça, c'est déjà, tu regroupes ces gens et une fois que quand tu te professionnaliseras un peu plus, que tu voudras des outils un peu plus importants, tu pourras demander à ces gens si tu peux les emmener dans ta mailing list. Donc, tu peux déjà faire ça, créer tes groupes de lecteurs dans déjà ton email que tu utilises tous les jours. Okay. Voilà, c'est pas la peine non plus. Non, c'est une très bonne suggestion, Chris. C'est un bon tuyau. Merci, Chris. Ouais. Oui, parce qu'il faut commencer, comme tu l'as dit, Olivier. Il faut commencer petit. Il faut pas se mettre déjà de la technique trop lourde sur les épaules. Et il faut pas non plus commencer à dépenser beaucoup d'argent. Non. Moi, je suis partisane de commencer tout gratuit et au fur et à mesure, on investit avec l'argent qu'on gagne avec ces livres. C'est ma technique. Et il y a plein de petits outils qu'on peut utiliser au départ. Quick and dirty. Quick and dirty, dit Lucie Navarre, qui nous parle de Québec. Oui, voilà. Il faut pas penser qu'on est professionnel du jour au lendemain. Je pense qu'il faut commencer avec soi-même et apprendre au fur et à mesure et investir au fur et à mesure. Oui, puis on peut pas. Il faut commencer pour savoir évaluer où sont ses besoins, comme tu dis. Voilà. Après, même si on veut investir au départ, si on commence pas par quelque chose, on peut pas évaluer ses compétences ou au contraire là où on peut avoir besoin d'aide. Exact. Tout à fait. Moi, j'ai une petite question pour Valérie. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a posé problème au départ dans le blogging, si tu as eu des problèmes ou si c'est venu assez naturellement, si tu as commencé à bloguer au niveau du contenu, je veux dire. Alors, au niveau du contenu, au départ, c'était surtout pour présenter mes livres. Mais au fait, dans mes livres, comme les livres sont ancrés dans la Caraïbe, j'ai essayé d'inclure des sujets qui touchaient les gens de mon entourage proche, Saint-Martin, les Antilles, la Caraïbe. Et puis, des choses un peu qui faisaient écho aux livres, mais en même temps un côté un peu humoristique aussi. Et puis j'ai eu la chance aussi il y a quelques semaines de rencontrer Lilou Massé. Je ne sais pas si vous la connaissez. Non. Lilou Massé, non. Elle a une télé web assez active. C'est une franco-canadienne. Et donc elle est assez connue. Et je l'ai rencontrée sur la Guadeloupe. Et donc c'est vrai que j'ai fait un petit article sur elle et notre visite. Et ça a un peu lancé la visite. Mais par contre, c'est vrai que j'ai remarqué, parce que je poste mes articles aussi sur Facebook, je revois que les gens consultent beaucoup les articles en cliquant sur Facebook et ne s'abonnent pas forcément. Donc ça, c'est
l'étape un peu plus difficile, on dirait, de s'abonner à un blog. Donc, je vois que des gens lisent, mais s'abonner, c'est quelque chose, on dirait, qui fait un peu peur. Je sais pas. Mais voilà. Mais sinon, je trouvais ça assez facile. J'avais peur au départ, mais finalement, j'essaye de trouver des sujets assez originaux, mais qui, c'est vrai, qui parlent de moi, mais aussi de l'endroit où je vis et des livres, de l'univers un peu caribéen, etc. D'accord. D'accord. Ok. Et j'ai lu le dernier livre Memorial Tour de Chris Simon, qui est très bien. Merci. Ça m'a fait penser justement en Martinique. J'avais rencontré le chanteur Colo Barst, que tu connais peut-être, Olivier, qui a sorti un tube il y a quelques années. Et donc, il y a dans le nord de la Martinique, c'est vrai, il y a un hôtel qui est situé dans une ancienne plantation. Et donc, ça me faisait un peu penser aussi, c'est vrai, certains lieux historiques où il y a eu des choses atroces qui sont transformées en lieux touristiques. Et donc, c'est vrai que parfois, ça donne à réfléchir. Oui, bah, je pense que tu parles de la plantation de Paz. Et effectivement, il y avait… Oui, il y a tout un… Moi, la Caraïbe, c'est un monde à part. Hein, c'est difficile. On en fera peut-être le sujet d'une autre émission parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la Caraïbe. Mais en tout cas… Et je ne suis pas caribéenne, hein, je précise, mais j'ai d'autres origines, mais voilà, j'ai atterri ici. C'est bien. T'as pas l'air mal. Par contre, je vais devoir vous laisser parce que dans quelques minutes, je reprends le boulot. Pas de problème. Merci d'avoir participé. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bon courage. Alors, s'il y a une autre personne qui veut profiter de la case que Valérie a la gentillesse de nous libérer, eh bien, n'hésitez pas. C'est bien. Il faut poser vos questions, participer. Est-ce qu'il y a quelqu'un donc qui voudrait, par exemple, Lucie ou Léa Matisse ou même Morgane Pinon? Léa n'arrive pas à se connecter apparemment. Elle n'arrive pas. Alors, d'accord. Ok. Bon, en tout cas, le message positif quand même qu'il faut délivrer aux auteurs qui nous écoutent, c'est que bon, il faut commencer gentiment, tranquillement. Il faut d'abord se consacrer à son écriture et puis ensuite commencer à explorer parce que les informations existent. Mais vraiment, la chose de base, c'est vraiment de commencer à créer un site et puis peut-être la phase 2, une mailing list. Mais pour ça, il faut apprendre un petit peu. Et puis, il y a des tas de choses amusantes à faire. Je veux dire, à communiquer, c'est marrant. D'accord, communiquer c'est marrant. On peut faire des livres audio, on peut parler un petit peu de son livre de manière, disons décalée, détournée, d'accord. Et puis ça peut même nous amener à faire des choses un petit peu, comme ils disent les anglophones, j'aime beaucoup out of the box, donc en dehors de la boîte. Il faut penser latéralement pour faire des choses un petit peu différentes et amener éventuellement vers son livre. Ok. Tout à fait. Alors je vais voir si les gens nous aiment. Voilà, on est tous. C'est vrai, il faut qu'il y ait un déclic affectif un peu aussi, ou un désir de découvrir, d'aller plus loin, de découvrir qui on est, qu'est-ce que racontent nos livres. Il y a de l'identification, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Et je pense qu'effectivement, comme tu dis, le déclic affectif, c'est tout à fait le terme. C'est que quoi qu'on dise sur un blog, je pense qu'il faut arriver à ce stade où on arrive à créer une connexion peu sensitive d'avoir une personne en face et pas justement d'avoir que du contenu, parce que s'il s'agissait que de mettre de l'information, je sais pas que ce serait facile, mais en tout cas ça ne créerait jamais le but qui est d'interagir de la même façon que quand on écrit un livre, on essaie de connecter de façon émotionnelle avec son lecteur et que ça interpelle au-delà de l'histoire que ça raconte. Alors, il y a peut-être une voie du milieu aussi que j'aimerais bien qu'on explore avant de finir de clôturer cette émission. C'est ce que fait aussi Chris Simon. En français, je crois qu'on appelle ça la curation. C'est-à-dire que elle a sur Scoop.it, je crois, une page qui s'appelle le Mag des Indés. Et donc là, il s'agit en fait, la curation, c'est un petit peu différent. On trouve, c'est un peu comme sur Pinterest, on trouve des articles ou des choses qui nous intéressent, qui sont sur un sujet particulier. Et on peut ensuite le propulser vers des personnes qui sont abonnées à notre page sur Scoop.it. Alors, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu, s'il te plaît, Chris Simon, de cette expérience que tu as du Mag des Indés? Oui, ça fait 2 ans, je pense. J'ai fêté les 2 ans au mois de février. Ouais. J'ai eu cette idée, je me suis dit, il y avait à l'époque, merci, il y avait rien à l'époque, hein, il faut voir ça comme ça. Rien.
Et je lisais beaucoup. Moi, je lisais tout en anglais. Il n'y avait rien en français. Ouais, je sais. Donc, je lisais plein d'articles en anglais. Moi, j'ai tout fait en anglais au départ. J'ai suivi les blogs, les auteurs américains, etc. Et donc, je me suis dit, c'est dommage, il n'y a pas quelque chose qui recentralise toutes ces informations que je lis toutes les semaines. Et donc, j'ai envie de partager. Et au début, j'ai partagé beaucoup d'articles en anglais, évidemment, mais petit à petit, j'ai commencé à trouver des choses en français. Et voilà, j'ai nourri avec tout ce qu'il y avait de français. Et j'aurais voulu qu'il se développe plus, mais il reste un peu comme ça, mais c'est pas grave. Je me suis aperçue là au Salon du Livre à Paris qu'en fait, il est très suivi. Oui. J'ai 200 personnes à peu près abonnées. Oui. Je suppose dans le chiffre, mais pas loin de 200, qui sont vraiment abonnés, donc qui doivent recevoir quelque chose tous les week-ends, je sais pas. Et je m'en occupe pas tellement très bien au sens que je peux pas te donner de chiffres et tout ça, je m'en occupe pas trop comme ça. Ça me prend beaucoup de temps de le nourrir déjà. Oui. Et en fait, au Salon du Livre, je me suis rendu compte que plein de gens me connaissaient, plein d'auteurs me connaissaient, et qu'en fait, ils me connaissaient à travers le magazine, et qu'en fait, ils le suivent et qu'il est très utile. Et c'était mon but. Mon but, c'était d'être utile. Être utile, voilà. Et j'aime être utile. Bon, c'est ma personnalité. Et aussi d'avoir un lieu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est arrivé plein de fois, quand il y a des journalistes qui commencent à s'intéresser à l'auto-édition, qui arrive de plus en plus dans les gros médias, ils vont chercher l'info. Ils vont là, ils visitent, je vois, hein, je m'en rends compte. Donc, c'était un lieu où ils peuvent trouver tous les auteurs qui bloguent sur l'auto-édition sont là. Donc, ils peuvent les trouver. Donc, du coup, c'est bénéfique pour tout le monde, c'est ce qui me semble. C'est devenu une ressource. Alors là, c'est une ressource. Ouais. Voilà, je rejoins un peu l'idée. Donc, c'est pas forcément un univers que tu as créé pour attirer vers toi. C'est en fait, disons, une sorte de geste, disons, altruiste, voire même, enfin, de partager, voilà, de partager ce que tu as connu. Donc, éventuellement, si ça permet aux gens d'intéresser, de les intéresser à ce que tu fais, c'est bien, mais c'est pas le but premier. C'est ça qu'il faut bien comprendre. D'accord. Non, parce qu'il y a un petit édito quand même qui est écrit, Chris, qui est très sympa chaque semaine. C'est pas livré juste comme ça, mais après c'est vrai que moi la première qui trouvait qu'effectivement c'est vrai que moi quand je suis arrivée dans le milieu des indés, c'était il y a 3 ans, donc c'est vrai qu'il y avait rien. Enfin pour les Français il y avait rien. Et ce Mac des indés, il permet vraiment d'avoir un petit Reader Digest comme ça de ce qui s'est passé dans la semaine dans le monde des indés. Sans s'embêter. Donc c'est vrai que c'est une très bonne source. Et j'ai aussi un tuto, j'essaye de mettre, quand j'en trouve, moi il y a des choses que je cherche plus parce que je sais le faire, mais quand je cherche quelque chose de nouveau que je sais pas faire et que je trouve un tuto en français, je vais le mettre pour, voilà, on peut donc aller voir, il y a pas mal de tutos c'est une autre page, enfin, c'est un truc à part. Et ça peut aider, ça peut servir, ça dépanne, quoi. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose quand même, c'est une démarche qu'il faut faire. Donc il faut que les auteurs qui nous écoutent soient bien conscients que la curation, c'est pas forcément disons de la communication directe. C'est quelque chose qui est plus altruiste, comme une collaboratif. Voilà. Et il y a quelque chose qui peut être encore même qui peut exister, c'est ce qu'on appelle les communautés ou les groupes sur Facebook. Alors je parle pas des groupes ou des communautés, on fait que balancer comme ça, disons son livre, acheter mon livre, il est beau, il est génial. Mais disons les communautés où on s'aide vraiment. Bon, par exemple la nôtre, donc celle de formateurs et auteurs numériques en ligne, mais il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. D'accord. Il y en a plein d'autres. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est que ça peut être aussi une ressource où on observe ce qui se passe. Voilà, si vous savez pas trop quoi faire en tant qu'auteur, vous rentrez là-dedans, puis vous regardez qui fait quoi, comment est-ce que ça bouge. Ça peut être quelque chose, disons, peut-être un peu plus dynamique, disons. On voit les gens qui réagissent, alors que sur le Mac des Indés, la curation, c'est quelque chose, c'est une sorte de, on va dire, de journal, de newspaper que vous lisez, donc qui a été choisi. Oui. Mais du coup, on a aussi tous les acteurs. Parce que c'est aussi, il y a tous les acteurs du monde de l'auto-édition. Et donc, du coup, on a toutes les adresses, on peut après contacter les gens si on veut. Enfin, c'est une vraie ressource. Une vraie ressource, c'est ça, voilà. L'auto-édition telle qu'elle est aujourd'hui, c'est vraiment telle qu'elle est aujourd'hui. C'est parce que tous les gens qui sont actifs dans l'auto-édition passent à un moment ou à un autre par le Mac des Indés. Donc c'est vrai que moi, ça m'a permis d'identifier plein de monde, moi de me faire voir aussi. Je trouve que c'est un très bon endroit pour voir ce qui se passe, ce qu'il y a de nouveau, ce qui arrive, les événements. Voilà. Et c'est vraiment, alors pour le coup, le sujet est ciblé, donc on perd pas de temps, quoi.
Ouais. Non, je suis contente et c'était aussi une manière de créer une communauté, même si elle est très virtuelle, mais du coup tout le monde se connaît. C'était ça qui était important pour moi aussi. C'est que du coup les gens arrivent à se connaître et quand ils se rencontrent au cours d'un salon ou quelque chose, ils se sont déjà vus, ils ont déjà lu un article de l'un ou de l'autre, donc il y a déjà une connexion et ça crée un peu une famille et ça c'est bien. La grande famille. Oui, c'est la grande famille des autorités Voilà. des Indés. Et c'est ce que je voulais et ça marche comme ça, donc c'est bien. D'accord. Ok, bon ben on a quand même, voilà, on arrive tout doucement vers la fin de cette émission. On a quand même partagé pas mal d'informations. Je remercie grandement Chris Simon de nous avoir donné plein de petits tuyaux qui sont réalisables. Merci à Valérie Liéco aussi d'être intervenue. Et puis aux autres personnes, je sais que Léa Matisse va essayer encore une fois la prochaine fois. La prochaine fois, on va y arriver. Voilà, elle va y arriver. C'est pas bien grave. Alors bon, ben peut-être qu'on va clôturer gentiment. Donc je vais demander aux personnes qui m'entourent, donc Laure et puis aussi Chris, si on peut dire quelque chose pour clôturer cette émission. Alors, on va laisser Chris d'abord, les invités d'abord. Chris, je suis polie. Je vais dire quelque chose de très encourageant, c'est qu'on a tous commencé à partir de rien. C'est-à-dire qu'on a tous commencé où on savait rien. Ou pas grand-chose, et on n'avait rien, on n'avait pas de blog, on n'avait pas de site, on n'avait pas encore de e-book, on n'avait rien fait. Et on a tous commencé comme ça, et petit à petit, au fur et à mesure des années, des mois, eh bien, on a construit quelque chose. Et donc, il n'y a pas il est pas trop tard, et voilà, il faut commencer demain, si vous voulez, il n'y a pas de problème, quoi. Ouais, c'est tout à fait vrai. Il faut pas penser tout de suite à la réussite ultime. Hein. On commence pas à jouer au tennis en pensant à Roland-Garros. On peut y rêver, mais on peut passer par des étapes. Et c'est vrai que moi je dirais que finalement, si on parle du blogging plus spécifiquement, il faut y aller vraiment dans un état d'esprit. Ça va parler à tous les auteurs, d'écriture, c'est-à-dire commencer par penser quand vous écrivez un livre, vous pensez à ce que vous allez écrire, au thème que vous allez aborder, vous construisez votre livre, les parties. Et ben le blogging c'est un petit peu ça, et c'est simplement vous listez des sujets dont vous avez envie de parler et commencez à écrire dessus. Je dis toujours faites comme si vous vouliez que ce soit parfait, mais ça le sera pas et c'est pas grave. C'est un petit peu ça la démarche. C'est voilà, on espère tous être bon un jour, être lu, être vu. Il faut partir dans cet état d'esprit-là, mais voilà, si on n'y arrive pas tout de suite, il n'y a pas mort d'homme et pour toute chose, il faut juste persévérer et continuer à prendre du plaisir et y aller doucement. Voilà. D'accord. Eh ben, écoute, c'est tout à fait intéressant. Moi, ce que je pourrais dire en conclusion, disons, d'un petit peu de cette émission tout à fait passionnante, au risque d'être un petit peu caricatural, c'est qu'en fait, je pense que bloguer et écrire, ça fait partie un petit peu du même mouvement, de la même respiration. D'accord? Donc, on pourrait dire qu'en fait, écrire, c'est quand même éminemment au départ un processus intérieur, interne. C'est quelque chose qui commence en soi. Bon, évidemment, on doit rechercher un certain nombre d'informations à l'extérieur. Hein, c'est parfois nécessaire. Mais c'est quelque chose qui part de soi. Par contre, je dirais pas à l'inverse, mais de façon complémentaire, bloguer, c'est s'ouvrir un petit peu vers l'extérieur, c'est-à-dire essayer de sortir de ce qu'on a écrit pour essayer d'aller voir ailleurs et peut-être créer du lien, puisque c'est ça, on en est tous là. Faut créer du lien, de l'engagement. Donc, il ne faut pas avoir peur. Faut pas choisir en fait. Hein, c'est ça la réponse. Vous avez bien compris. Faut pas choisir d'écrire ou de bloguer. Je pense que les deux sont nécessaires. Si vous avez envie d'écrire, écrivez. Et bloguer, ça arrivera de façon après peut-être presque naturelle. Hein, ça peut vous apporter beaucoup, ça peut rapporter des rencontres, on l'a bien vu avec le Mag des Indés, avec aussi Lundi Blog, ça peut créer du lien et c'est ça qui est bien, d'accord? Et vous allez apprendre toute votre vie, il n'est jamais trop tard pour bien faire, et même si on fait, alors qu'on appelle ça de la communication ou du marketing, c'est quand même créer du lien, voilà, c'est ça. Ok. C'est vrai. Alors bravo pour ces belles paroles. De rien. Merci à toutes et à tous pour cette très bonne émission. Merci. Alors, on se revoit dans 2 semaines pour un autre numéro. Et puis ensuite, dans 4 semaines aussi avec Charlie Bregman, comme on l'a dit. Voilà. Alors, merci. Au revoir à toutes et à tous, où que vous soyez sur cette belle planète bleue. Et à dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Merci beaucoup. Bye. Au revoir, Chris. Merci. Au revoir.